Les notions de sens et d'efficacité ne sont pas uniquement importantes sur le plan individuel. En effet, les entreprises doivent aussi réfléchir à leur raison d'être et aux conséquences que celle-ci a sur leur conception de l'efficacité organisationnelle. La question de savoir quelle est la raison d'être de l'entreprise fait évidemment débat parce qu'elle renvoie à des valeurs. Ce qui, je dirais, fait quand même consensus, c'est l'idée que de toute façon l'entreprise, pour qu'elle ait sa légitimité, elle doit d'une manière ou d'une autre contribuer à quelque chose de positif. Que ce soit à travers la création d'emplois, la création de richesses, qui peuvent être mises en commun. Ça peut être à travers la production de biens et de services. Dans l'ensemble, il y a l'idée qu'il faut participer à un bien commun qui dépasse chaque entité qu'est l'entreprise. Ce que j'aime aussi garder à l'esprit, c'est que l'entreprise est une institution sociale qui donc tire sa légitimité de la société. Collectivement, on peut décider que certaines activités peuvent ou pas faire l'objet d'une activité commerciale. On pense par exemple au débat qu'on a actuellement sur le cannabis, évidemment qui est un débat très polémique et qu'on a au Canada, à l'échelle aussi des provinces qui doivent s'adapter à la décision d'Ottawa de légaliser la marijuana. Ce qu'on voit, c'est que là, clairement, la société décide qu'à un moment donné, le cannabis devient une substance qui va devenir légale et que donc les entreprises à caractère commercial pourront intervenir sur ce marché-là qui, par le passé, était complètement illégal. Donc on voit que ça peut évoluer à travers le temps et que c'est vraiment la société qui décide de ce que peut être une entreprise ou pas. La raison d'être d'une entreprise, pour moi, je pense qu'il y a un consensus, si on peut répondre de manière très générale, ça a toujours été de contribuer au bien-être de la société. Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est ce qu'on définit comme le rôle, la partie que doit faire l'entreprise pour contribuer à ce bien-être. Et là, ce qui est devenu un peu plus compliqué, c'est que pendant très longtemps, on a une vision très néolibérale où en fait l'entreprise devait réaliser des bénéfices pour les actionnaires, offrir de bons emplois, faire de bons produits. Et ça s'arrêtait un petit peu là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ouvrage de Freeman qui date des années 80, qui a redéfini un petit peu cette notion et qui est passé de cette idée que l'entreprise devait répondre à ses actionnaires vers l'idée que l'entreprise devait répondre à un ensemble de parties prenantes. Par exemple, les communautés où elle opère, disons que si elle a des impacts sur un village, une minière qui a des impacts sur un village, il faut en tenir compte, etc. Je veux dire, tant que c'était uniquement créer de la richesse pour les actionnaires, on voit à peu près ce que c'est. À partir du moment où on doit participer aussi à protéger l'environnement, etc., ça devient plus compliqué de répondre à cette question. So any company has multiple stakeholders right from the beginning. You have your employees, you have your customers, your buyers, your suppliers, in some cases the government, industry organizations, there's many stakeholders. And every stakeholder has different needs, different expectations of the company. Il y a évidemment plusieurs parties prenantes qui s'intéressent à une organisation, qui s'intéressent à une entreprise. Il y a les employés, il y a les investisseurs, il y a les gouvernements, il y a la nature et ses représentants. On peut donc comprendre que tout se joue dans une arène politique où les différentes parties prenantes se combattent les unes aux autres pour essayer de faire émerger leur vision de ce qu'est l'efficacité de l'organisation. Pour une entreprise, c'est quoi l'efficacité? Et l'efficacité, c'est un jugement que porte une partie prenante ou des parties prenantes sur les activités de l'entreprise. We talk about legitimacy when we're talking about how accepted the company is in the eyes of its stakeholders. And legitimacy is a difficult thing. It's difficult because, first of all, it's subjective. It's in the eye of the beholder. It's not real. It's perceptual. It's a function of the view of the person or the stakeholder group that's considering the company. It's dynamic because people's expectations of what companies do changes over time. If you consider just the issues of responsible management and sustainable development, those are things you didn't hear about even 20, 30 years ago. Those are things that people, as they become aware of the impact of business on their lives, they suddenly
change, well, not suddenly, but gradually change what they expect the companies to do for them or the way that they expect the companies to act. So if you start with these issues that make the management of legitimacy difficult, the subjectivity, the perceptual nature of it, the fact that it's dynamic, and you add that to the fact that you have multiple stakeholders and then multiple environments, you end up with a complexity that's just enormous. Comme on peut le voir, la légitimité de l'entreprise est en effet très complexe. D'ailleurs, de nombreuses personnes se sont penchées sur cette question. Le professeur Luc Bresse nous présente 2 réponses différentes à ce sujet. Alors cette question s'est beaucoup posée autour de à qui doit profiter l'entreprise, quoi. Enfin pour qui travaille l'entreprise. Puis là, historiquement, il y a un peu 2 vues qui s'opposent. Alors il y a une vision un peu plus étroite de à qui doit profiter l'entreprise, qui est une vision portée beaucoup par ce qu'on appelle les néolibéraux, notamment par un certain Friedman, qui est un prix Nobel d'économie, qui a conseillé Reagan, donc qui a eu un poids en politique, et qui a écrit un article qui s'appelle « The social responsibility of business is to increase its profit ». Donc en gros, l'entreprise doit faire des bénéfices. Donc en gros, l'entreprise travaille surtout pour les actionnaires. Puis dans cette vision-là, on va considérer que l'entreprise, elle travaille surtout pour les acteurs avec lesquels elle est liée, soit contractuellement, soit économiquement, c'est-à-dire ses clients, ses actionnaires, ses employés, ses fournisseurs. En gros, ça s'arrête un peu là, quoi. Donc c'est ça pour les néolibéraux. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, on s'est aperçu que les entreprises avaient des impacts extrêmement importants sur tout un tas d'autres acteurs, les communautés environnantes, par exemple pour un site de production, même parfois des impacts importants à une échelle nationale quand il y a des entreprises qui font des relocalisations massives. Et donc là, peu à peu, il y a une autre vue qui a émergé, qui est ce qu'on appelle la théorie des parties prenantes, qui a été, énoncée par un certain Freeman. Alors attention à ne pas confondre avec Friedman, c'est 2 visions complètement opposées, selon laquelle l'entreprise doit prendre en compte non pas simplement les actionnaires, enfin les fournisseurs, mais un ensemble de parties prenantes, et plus exactement toutes les parties prenantes sur lesquelles elle a un impact, ou qui peuvent impacter l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus facile parce que cette deuxième vision des parties prenantes quand même commence à être de plus en plus acceptée dans les milieux d'affaires. Une chose est sûre, on ne peut pas regarder l'efficacité organisationnelle seulement du point de vue de la rentabilité, du point de vue de la productivité ou de la croissance. Il faut voir plus large que ça. D'ailleurs, il y a une petite phrase qui dit « La croissance pour la croissance, c'est l'idéologie d'une cellule cancéreuse ». Quand on y pense, c'est un peu comme ça. Donc, quand on s'intéresse à l'efficacité organisationnelle, il faut essayer d'aller chercher un éventail assez large de critères, de dimensions, d'indicateurs pour donner une vision plus globale de ce qu'est l'efficacité organisationnelle. Les critères de performance d'une entreprise responsable sont très, très nombreux. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle le Global Reporting Initiative qui a mis de l'avant un ensemble de critères pour aider les entreprises à cheminer dans une démarche pour les rendre justement plus responsables. Et on aborde la performance avec une foule d'indicateurs. Pensez simplement au respect des droits humains, au respect de l'environnement en termes de respect de la législation, mais aussi respect de certaines normes d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres types de contraintes. Il y a des indicateurs qui sont purement financiers, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise, qu'elle se définisse comme étant responsable ou non, se doit toujours de créer de la valeur. Mais lorsqu'on a une entreprise responsable, eh bien, un autre critère, c'est aussi le respect des valeurs avec un S, le respect de la société ou du groupe de parties prenantes au sein desquelles on agit, que ce soit les municipalités, les groupes de citoyens, les écoliers, les actionnaires, etc. En fait, n'importe quel individu ou entité qui peut avoir une influence ou qui peut subir les répercussions de cette entreprise-là. Donc, c'est une vision de la gestion et de ces indicateurs qui est très, très globale et qui englobe une foule d'indicateurs, plus simplement les performances financières auxquelles on a été habitué de se référer depuis de nombreuses années. La conception de l'efficacité que nous avions pendant longtemps était très limitative parce qu'elle se réduisait à seule dimension économique. C'est vrai qu'il y a 20 ans, 50 ans ou même un siècle, on vivait dans une situation économique relativement difficile sur l'échelle nationale ou internationale. Dans ce cas, bien sûr, beaucoup d'entreprises se mettaient à chercher à maximiser les résultats
en minimisant les coûts. Donc, dans ce cas, bien sûr, ce désir de chercher davantage d'efficacité économique conduisait à l'entreprise de négliger quelque peu les impacts sur la société et surtout les impacts écologiques. Donc, dans ce cas, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus vivable, ce n'est plus durable. Écologie, ce n'est pas uniquement une question de responsabilité morale, parce que les entreprises doivent comprendre si on se continue de chercher cette dimension efficacité économique en négligeant écologie et le changement climatique, le problème de l'environnement pourrait coûter les activités économiques des entreprises beaucoup plus cher, donc ça va nuire aussi à l'efficacité économique. Donc ce qu'on considère comme un modèle d'affaires responsable dans les années 50, quand le débat a émergé, n'est pas du tout ce qu'on considère comme responsable aujourd'hui. Dans les années 50, par exemple, on ne se souciait pas autant de l'empreinte écologique des activités commerciales des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est une préoccupation centrale, la question environnementale. Mais par le passé, c'était davantage la question de la redistribution, de la lutte contre les inégalités, par exemple. Des questions qui, évidemment, sont encore actuelles aujourd'hui, mais qui s'ajoutent à d'autres. On ne sait pas trop ce que signifie la performance de développement durable. Parce qu'il faut bien comprendre, le développement durable, c'est un concept très complexe. Je pense qu'il est important d'abord de se poser la question, est-ce qu'on peut mesurer la performance du développement durable ? Et la réponse, a priori, c'est oui. Pourquoi ? Parce qu'on voit beaucoup d'informations sur le sujet, sur les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Les entreprises publient des rapports de développement durable, pas toutes les entreprises, mais un nombre grandissant d'entreprises ont un rapport de développement durable qui, quelquefois, est intégré au rapport financier. Dès lors que la quête du profit n'est plus le seul objectif qui est visé par une entreprise, la question devient de savoir quel type de succès ou de performance est visé. Il s'agit d'une question complexe à laquelle on ne peut pas apporter de réponse définitive. La performance en lien avec le développement durable est toujours une réponse qui est temporaire, qui est fonction des activités d'une entreprise à un moment donné, mais aussi des connaissances scientifiques, de la capacité de l'entreprise à évaluer les impacts qu'elle a sur l'environnement et donc de sa capacité également à mesurer ces impacts-là et à agir pour les pallier. Avant, la situation était clairement déséquilibrée, au sens où le profit primait sur les questions sociales et environnementales. Aujourd'hui, un nombre grandissant d'entreprises, pas toutes évidemment, mais un nombre grandissant d'entreprises, vont chercher à équilibrer les impacts positifs et négatifs de leurs actions au plan social, environnemental et économique. C'est une sorte de jeu à somme nulle. L'idéal vers lequel il faudrait tendre, c'est une situation où les entreprises apportent des bénéfices aux trois niveaux simultanément, c'est-à-dire au point de vue économique, social et environnemental. J'insiste en parlant des trois dimensions parce qu'on a souvent tendance à opposer la profitabilité, c'est-à-dire les gains économiques, aux gains sociaux et environnementaux. Or, le véritable défi, il consiste à articuler ces trois types de gains, de sorte qu'une entreprise fasse des gains simultanément sur les trois dimensions économiques, sociales et environnementales. C'est ce qu'on appelle la triprofitabilité. Donc c'est une notion qui est constamment en débat, qui doit être constamment renégociée, et notamment avec l'inclusion des parties prenantes, des acteurs, les groupes de la société qui sont concernés directement ou indirectement par les activités de l'entreprise. Je pense que pour définir une entreprise responsable, du moins en ce qui concerne la santé et la sécurité du personnel, il faut qu'il y ait des pratiques, des politiques et des procédures en matière de santé au travail et de santé psychologique au travail. On en a quand même certaines pratiques politiques et procédures au niveau de la santé physique des travailleurs, de leur sécurité, mais moins en ce qui concerne la santé psychologique. Depuis quelques années, en Australie, les gens ont développé un concept qui s'appelle le climat de sécurité psychosociale. Et ce que ça dit, le climat de sécurité psychosociale, c'est est-ce qu'on s'occupe bien de nos gens et de leur santé psychologique? Est-ce qu'on a, par exemple, la haute direction qui envoie un message très clair comme quoi c'est une priorité, la santé psychologique? Est-ce qu'on a des mécanismes pour que les gens puissent participer à l'élaboration de solutions pour améliorer leurs conditions de travail en ce qui touche leur santé psychologique, les risques psychosociaux? Est-ce que tous les niveaux hiérarchiques sont impliqués dans l'élaboration de ces solutions-là et leur mise en œuvre? Alors,
C'est tout ça. Est-ce qu'on a ces mécanismes-là dans notre organisation? Et je pense que c'est un critère de performance, d'une part parce que certaines études démontrent, entre autres, quand on a un climat de sécurité psychosociale qui est favorable, disons au-delà d'un certain seuil, basé sur des données du moins en Australie, les organisations qui ont un climat de sécurité psychosociale favorable ont 16 % moins de symptômes dépressifs dans l'organisation et 14 % moins d'exposition aux risques psychosociaux. Alors, on voit que c'est un déterminant important ici de ce qui se passe dans l'organisation au niveau de la santé psychologique. Alors, la question qui se pose, le nouveau défi, et ce qui devient en revanche difficile, c'est où ça s'arrête. Parce qu'effectivement, une seule entreprise ne peut pas prendre en charge l'ensemble des malheurs du monde, pour ainsi dire. Et donc, c'est là que nous, on travaille dans nos cours, à travers nos recherches, justement sur des outils, des techniques, pour essayer de déterminer comment une entreprise peut justement, de manière raisonnable et juste, répondre à un ensemble de parties prenantes. Je pense qu'il faut bien avoir en tête que l'efficacité, c'est un rapport. C'est un rapport entre des objectifs et des résultats. Et je crois qu'il faut la connecter intimement, et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans nos organisations, pour le bien et aussi pour le pire, à la notion de performance. La notion de performance est intimement liée à la notion d'efficacité en tant qu'elle fixe des seuils critiques. Pour être champion olympique, il faut être extrêmement efficace, mais en même temps, il faut être performant. Et ce qui est intéressant, c'est que la performance va hausser de plus en plus ces seuils au fur et à mesure qu'on progresse dans l'efficacité. Le problème, c'est que cette notion de performance et d'efficacité, j'allais dire, a considérablement envahi l'ensemble des sphères de notre société. Il faut avoir en tête que nous nous soumettons à cette notion de performance. Et d'une certaine façon, la performance et l'efficacité soumettent le reste des individus, le reste des organisations, à des seuils, à des critères, à des standards non seulement auxquels il faut obéir, mais qu'il faut dépasser. Alors, j'allais dire, la notion de performance et d'efficacité aujourd'hui sont en train d'épuiser la façon dont nous nous y prenons pour mettre en valeur les ressources, pour produire, pour mettre à disposition des services, et en même temps, on épuise les ressources naturelles. We need to get rid of business as usual. We need a new form of viable, sustainable business where everybody is thriving, and by everybody I mean all our stakeholders, our communities, our clients, our colleagues, where we move into a new form of relational connection with everyone with an interest of serving the greater whole.